Bonjour à tous, il est 13 heures. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce quatrième webinaire de la plateforme l'innovation territoriale en action. Pour ceux qui viennent pour la première fois, cette plateforme est issue des travaux de recherche empirique du RAMO durant 13 ans sur les alliances innovantes et la co-construction territoriale. Et il a été convenu entre la Caisse des dépôts, le CGET, le groupe La Poste et le RAMO de mettre à disposition des territoires toute cette capitalisation pour pouvoir permettre au territoire de développer le plus largement possible cette dynamique de co-construction territoriale. Pour animer cette plateforme, nous avons un cycle de webinaires mensuels qui permet à chaque fois de traiter un thème, à la fois dans les éléments de recherche qui ont été constatés empiriquement parlant, et puis bien évidemment un retour d'expérience partagé. Nous arrivons aujourd'hui à notre quatrième étape de notre cheminement autour des 7 grandes questions que peuvent se poser les territoires et il s'agit aujourd'hui de traiter la question de apprendre à faire alliance. Alors, je voudrais insister un tout petit peu de façon particulière parce que pour notre laboratoire de recherche empirique, cette question est au cœur de nos travaux depuis 13 ans et elle n'a de sens, et j'allais dire ce webinaire n'a de sens que parce que il fait état de tout le cheminement qui a été conduit avec, au long de cette décennie, plus de 500 organisations, partenaires, contributeurs, qui seraient bien évidemment totalement fastidieux et inutiles de citer dans tout leur nombre. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de souligner la place particulière de 2 catégories d'acteurs. D'une part, les institutions, parce que, effectivement, dès le départ, nous avons souhaité que ces institutions puissent observer avec nous, finalement, cette évolution, ce mouvement de co-construction territoriale. Et je voudrais citer en premier lieu la Caisse des dépôts, le MEDEF et le mouvement associatif avec lequel nous avons créé dès 2008 l'Observatoire des partenariats pour avoir vraiment des données fiables et statistiques sur l'évolution de cette maturité. Mais je voudrais aussi saluer et identifier finalement les autres institutions avec lesquelles nous avons travaillé sur ces sujets-là. Du côté des territoires, le ministère de la cohésion des territoires, le CGET, les associations d'élus, notamment avec la MRF, du côté des entreprises, la CPME, les fédérations professionnelles telles que la Fédération des entreprises de propreté, et puis du côté du secteur associatif, le HCVA, les têtes de réseau associatifs telles que les RIOPS de France ou l'UNCPE. Et je voudrais aussi, dans les institutions, souligner tout particulièrement le rôle que jouent les acteurs académiques et les travaux qui sont menés avec nos amis du CNAM, de l'ESSEC, du CRESO à l'Université catholique de Lyon ou avec l'Université de Toulouse, Paul Sabatier, avec particulièrement le catalyseur. Ces institutions ont un rôle vraiment de caisse de résonance par rapport à cette observation de terrain de l'évolution de la capacité à co-construire. D'un autre côté, l'autre catégorie extrêmement importante, ce sont les acteurs d'accompagnement, ceux qui très concrètement accompagnent les organisations et les territoires dans ces dynamiques de co-construction, dans ces partenariats stratégiques, parce que bien évidemment, il est au cœur de la transformation que de pouvoir se dire mais comment être aidé dans cette dynamique-là. Je voudrais citer au niveau des territoires conseils de la Caisse des dépôts, bien évidemment le CNFPT avec lequel un MOOC vient d'être publié, et puis le comité 21 qui travaille énormément sur cette dynamique territoriale. Je voudrais citer du côté des acteurs de l'ESS, bien évidemment, les dispositifs locaux d'accompagnement animés au niveau national par la GIZ ou au niveau territorial des maisons des associations animées nationalement par le RNMA. Et puis au niveau des entreprises, bien évidemment, citons l'ORS sur les questions de RSE, la NICAL sur les questions de mécénat, ou encore FACE à travers ces clubs locaux. Mais il y a une catégorie toute particulière d'accompagnateurs avec lesquels nous travaillons aussi de façon extrêmement précise depuis 2008. Ce sont la profession du conseil en stratégie management et notamment
avec le partenariat que nous avons établi avec Consulting France pour finalement réfléchir avec l'ensemble des professionnels de ces métiers à comment accompagner cette transformation, comment accompagner ces alliances, comment accompagner finalement les projets d'intérêt général. Et ça nous semble extrêmement important parce que très représentatif finalement de la capacité de l'ensemble des acteurs, bien sûr, les associations, les entreprises de territoire, mais aussi des institutions, les académiques et les acteurs de l'accompagnement, à cheminer ensemble sur cette dynamique des alliances innovantes. Et c'est pour ça que pour apprendre à faire alliance, il nous semblait extrêmement pertinent de demander à l'un des partenaires, accompagnateurs, s'il en est, des territoires, des associations et des entreprises, de pouvoir nous faire part de son propre retour d'expérience sur cette question de apprendre à faire alliance. Pourquoi? Quels en sont les enjeux? Et je remercie tout particulièrement Xavier Roussinet d'Opus 3 de bien avoir voulu partager la première étape. Nous aurons ensuite une mise en perspective finalement de ces partenariats stratégiques et nous aurons ensuite finalement la description de ce que l'on peut trouver de façon extrêmement précise sur la plateforme Innovation Territoriale en Action, sur cet axe d'apprendre à faire alliance. Bien évidemment, comme chacun de nos webinaires, n'hésitez pas à nous poser vos questions, puisque l'objectif est que ce soit réellement interactif. Donc, vos questions, vos retours d'expérience, pour rendre dynamique cette heure que nous allons passer ensemble. Merci Xavier Roussinet d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, les partenariats stratégiques, selon vous, qu'est-ce que c'est? Alors bonjour, merci Charles Benoît pour cet enthousiasme communicatif sur la question des partenariats et des alliances stratégiques. Bonjour à tous, je suis ravi d'être à vos côtés aujourd'hui et de pouvoir évoquer ce sujet-là. Alors comme le disait Charles Benoît, mon témoignage n'a de valeur que parce que je suis un accompagnateur parmi d'autres des territoires et des organisations, qu'elles soient privé, public ou privé à but lucratif ou privé dans le champ de l'économie sociale. Et c'est parce que ce sujet de l'accompagnement des partenariats est un sujet qui est aujourd'hui plus qu'émergent et qui est en ébullition, on va dire, dans les organisations, que j'ai le plaisir d'être avec vous pour non pas vous dire comment le faire, mais pour vous apporter un élément de témoignage plutôt de terrain. Donc, comme le disait Charles Benoît, il y a dans cette heure que nous allons passer ensemble plusieurs moments. Il y a la question du comment qui sera abordée tout à l'heure sur notamment les différents outils qui sont à votre disposition les uns et les autres pour passer à l'acte, pour franchir des étapes, pour mettre en œuvre de manière très concrète et très opérationnelle des partenariats et des alliances. Et puis moi j'ai une responsabilité, on va dire introductive, qui est de dire un peu le sens, en tout cas le sens tel que nous le percevons en tant que cabinet conseil et accompagnateur des territoires et des organisations. Donc c'est un peu le sens de mon intervention qui va suivre. Et donc comme le disait Charles Benoît, n'hésitez pas à poser des questions ou à intervenir. On aura grand plaisir à y répondre ou en tout cas à lancer un dialogue entre nous. Alors, sur les raisons en fait qui fondent les partenariats stratégiques et les alliances aujourd'hui, nous on a le sentiment depuis le terrain, on va dire depuis les préoccupations de nos mandants, de nos clients et de nos partenaires, on a l'impression en fait qu'il y a des choses qui sont des éléments qui sont à la manœuvre, qui sont contextuellement très forts et qui impactent en fait l'ensemble des acteurs dans les territoires, qu'il s'agisse de la puissance publique, qu'il s'agisse des acteurs de l'économie sociale, qu'il s'agisse des entreprises privées et qu'il s'agisse également des accompagnateurs. Et je pense qu'il sera intéressant de revenir un peu sur le rôle des accompagnateurs par rapport à cette dimension, puisque le sentiment que nous avons, c'est que faire alliance et développer des partenariats, c'est une activité qui est à la fois très ancienne. Tout le monde fait des partenariats, tout le monde est partenaire et c'est très bien ainsi. Et il y a une activité qui se structure et il y a une manière sans doute de faire des partenariats aujourd'hui qui est un peu différente de la manière dont on le faisait par le passé et qui est une activité sans doute plus pensée, plus outillée et plus incarnée aussi dans des organisations, puisque peut-être c'est le cas chez certains d'entre vous, on a des postes aujourd'hui qui sont créés dans des organisations de direction des partenariats. Voilà, donc on a l'émergence, on va dire,
déjà depuis plusieurs années de fonctions, d'outils et de méthodologies qui servent cette question des partenariats. Donc pour revenir un peu au contexte et au pourquoi du comment, le sentiment que l'on a, c'est qu'on a à la fois des mutations très importantes dans l'ensemble des champs qui sont couverts par la puissance publique, le monde économique et le champ de l'économie sociale, il y a des exceptions évidemment, mais avec quelque chose que l'on rencontre de manière très fréquente et très significative, c'est ce fameux effet ciseau entre des besoins sociaux, sociétaux qui sont importants et qui souvent vont croissant et se complexifient, c'est-à-dire que le traitement d'un sujet un peu en silo ou en tuyau d'orgue aujourd'hui n'est pas satisfaisant parce que si on n'a qu'un bout de la réponse, donc la question de comment on aborde les sujets se pose avec une complexité ou une complexification de ces sujets. Et puis en même temps, à l'autre bout du spectre, c'est pour ça qu'on parle d'effet ciseau, on a une raréfaction de l'argent et des ressources, et en tout cas une concurrence dans l'accès à ces ressources. Alors c'est vrai de l'argent au sens, enfin, c'est vrai de la ressource monétaire, on va dire, une concurrence sur la mobilisation de ressources monétaires, mais c'est vrai aussi des compétences, c'est vrai aussi des partenariats. On aura l'occasion d'y revenir. Donc ça, c'est un contexte un peu de mutation qui, je pense, en tout cas, concerne tout le monde. Alors, les niveaux de conscience des uns et des autres peuvent être évidemment variés. On a des modèles économiques qui peuvent être plus ou moins confortables ou stables, au contraire très déstabilisés. Donc, le moment où on prend conscience de ces contextes peut changer dans les organisations, mais on a l'impression que c'est un mouvement qui nous dépasse et qui est un mouvement durable. Et puis, on peut se dire, me semble-t-il, en tout cas, vous êtes sans doute derrière vos ordinateurs ou vos smartphones, vous avez sans doute des éléments de pondération à apporter à cela, mais globalement, en fait, c'est tous les champs qui sont couverts, qui sont concernés en fait par cette évolution et ce contexte de mutation, qu'on soit dans le médico-social, qu'on soit dans l'économique, qu'on soit dans le développement des territoires, qu'on travaille sur les fragilités des territoires ou sur le développement de la richesse, qu'on soit une entreprise ou qu'on soit une association. Ce sont des sujets qui n'épargnent personne et qui nécessitent aujourd'hui, à notre avis, de réinventer plusieurs éléments, de réinventer les activités, les offres et surtout la chaîne de valeur des offres qui sont déployées. C'est-à-dire que là où autrefois chacun était un peu détenteur de son activité de son offre de service, pardonnez-moi l'expression. Aujourd'hui, on se rend compte que pour être efficace, il faut qu'on réfléchisse à des modes de déploiement qui intègrent les autres. Donc ça, c'est le premier point qui est sans doute à réinventer. Le deuxième niveau, évidemment, c'est les questions de modèle économique. La plupart des modèles économiques dans les territoires et au sein des organisations et des acteurs sont aujourd'hui des modèles qui ont besoin de muter, en lien notamment avec ce que j'évoquais précédemment. Et puis, bien sûr, alors comme levier, mais aussi comme nécessité, les modèles de partenariat. Avec qui faire partenariat, avec qui faire alliance, comment le faire et comment m'ouvrir à d'autres dans un contexte où, on le verra peut-être de manière un peu plus systémique après, on a des alliances et des partenariats préexistants qui sont solides, mais qui correspondent à des sphères. Donc on a par exemple les associations et la puissance publique qui, par tradition, histoire et reconnaissance mutuelle explicite et implicite, ont l'habitude de travailler ensemble. Voilà, donc ça, ce sont des partenariats qui sont souvent préexistants. Mais par contre, on se rend compte que quand on est aujourd'hui un acteur public, on a besoin aussi de travailler avec d'autres acteurs et de le faire sans doute, de le faire dans une logique et dans une approche qui soit reliée à la proposition de valeur et pas seulement à une relation qui serait une relation on va dire client-fournisseur ou dans un rapport de force, le faible et le fort, etc. Et on y reviendra tout à l'heure sur la question de la relation, la manière de caractériser la relation entre deux partenaires sur lequel on a une petite chose à partager avec vous. Voilà. Donc ça, c'est un contexte qui nous amène en fait à penser que le sujet est un sujet d'aujourd'hui et de demain. Deuxième point, toujours de retour d'expérience, hein, donc pardonnez-moi de ne pas de ne pas couvrir sans doute la diversité et la réalité de ce que vous vivez les uns et les autres dans vos organisations et dans vos territoires. Mais un deuxième point qu'on avait envie de partager avec vous, c'est la question des niveaux ou des intentions
qui sont derrière cette idée de partenariat. Parce qu'effectivement, cette notion de partenariat ou d'alliance est une notion qui pourrait apparaître galvaudée à certains, en disant mais on fait du partenariat comme M. Jourdain fait de la prose, on en a toujours fait, la question des partenariats est une fausse question. Et on a le sentiment qu'il y a 3 niveaux en fait de partenariat possibles. Ça ne veut pas dire que ils sont comment dire, nécessairement à la manœuvre et dans le quotidien de chacune des organisations, mais c'est intéressant de l'avoir en grille de lecture, je pense. Le premier niveau, alors, et quand je dis le premier, ça n'est pas hiérarchique, hein, mais le premier niveau de partenariat, c'est le niveau opérationnel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ensemble, en quoi c'est un élément de développement de l'offre ou de la qualité de l'offre, en quoi c'est un élément de la transformation des modèles socio-économiques des structures qui sont partie prenante du partenariat. Hein, dans un certain nombre, notamment de centres de ressources de Rameau, vous trouverez des éléments très bien faits sur la question des impacts des partenariats sur la performance, sur la confiance entre les États. Donc il y a un aspect opérationnel où les impacts sont beaucoup sur la performance, l'évolution du modèle, la possibilité de changer des choses dans notre manière de faire, voire dans notre offre de service. Le deuxième niveau, il est plutôt stratégique et on a besoin sans doute et beaucoup de cette vision stratégique par le truchement des rencontres et des partenariats qui existent entre des acteurs qui ne partagent pas tout, mais peuvent avoir des regards qui sont complémentaires et qui, par la complémentarité de leur positionnement, de leur regard et de leurs ambitions, peuvent amener à ce qu'on fabrique de l'innovation économique, sociale, économique et sociale, pour le territoire, pour la création de filières, etc. Donc là, il y a de multiples exemples de partenariats qui ont contribué à faire émerger des projets innovants ou à en fabriquer le développement ou le déploiement. Donc ce volet stratégique, il nous semble vraiment très important. Et quand on regarde parfois les portefeuilles de partenariat d'un certain nombre d'acteurs, on observe que le volet stratégique est parfois, comment dire, est parfois insuffisamment doté, c'est-à-dire qu'on a tout un portefeuille de partenariats qui est plutôt, on se reconnaît qu'on a des choses à faire ensemble, on s'apprécie, etc. Donc on est partenaire, mais c'est pas toujours très relié, ou c'est en tout cas insuffisamment relié à une dimension stratégique qui est de dire moi je suis partenaire de cet acteur parce qu'il m'apporte des choses par rapport à ma propre organisation, par rapport à mes propres enjeux. Et puis le troisième niveau, il est plutôt politique, en tout cas on l'exprime comme ça et on le met en partage. Il est plutôt politique parce que sur beaucoup de sujets, en fait, si on n'a pas des éléments de discours, d'argumentaire, de preuves, de plaidoyer qui sont portés par plusieurs acteurs ou plusieurs personnes, et pas seulement l'une d'entre elles, qui d'ailleurs peut y avoir intérêt, en fait, on se rend compte qu'on ne change pas, qu'on ne change pas complètement les choses. Et donc, il n'y a pas de priorité, dans mon sens, entre ces 3 leviers. Par contre, il y a sans doute une grille de lecture à articuler entre opérationnel, stratégique et politique, et la question de l'ampleur et de l'impact du partenariat. Quand on est dans l'opérationnel, ce sont par exemple 2 ou davantage de partenaires qui font des choses ensemble. Quand on est dans le stratégique, on est en train d'inventer quelque chose qui nous dépasse et finalement qu'on peut en open source ou en open innovation mettre au bénéfice du plus grand nombre dans mon territoire ou plus largement. Et quand on est dans cette dimension politique, on donne à voir et on affirme des credos, des doctrines, des positionnements qui permettent d'interpeller un certain nombre d'acteurs et donc de faire grandir l'écosystème au-delà des partenaires qui sont réunis autour du projet ou du territoire. Une autre grille de lecture qui nous semble intéressante de partager avec vous, c'est la question de. Alors on a dit finalement quels sont les événements, quels sont les éléments d'environnement externe et d'écosystème qui nous amènent aujourd'hui à renforcer nos partenariats. On s'est posé la question des niveaux entre le plus terrain et le plus politique des niveaux de partenariat. Et il y a un troisième niveau qui me semble important à évoquer ensemble, qui est celui de avec qui on fait des partenariats. Et donc,
on l'évoquait en démarrage en disant acteurs privés, acteurs publics, acteurs de l'économie sociale, etc. Quand on est un partenaire potentiel, quand on a besoin ou envie de rencontrer d'autres acteurs, il faut qu'on sache vers qui on se tourne. C'est un exercice de cartographie et d'entrée en contact et de mise en relation qui n'est pas simple d'un point de vue opérationnel. Et vous verrez dans la boîte à outils des éléments qui peuvent vous aider en cela, dans cette opération et cette activité encore une fois, qui n'est pas nécessairement très simple à mettre en œuvre. Mais par contre, il y a la question de avec qui. Et donc, avec qui, il y a trois acteurs, le public et le privé. Et donc, quand on est un acteur privé, il est important de se dire qu'est-ce que je fais déjà et qu'est-ce que je pourrais renforcer avec d'autres acteurs qui appartiennent à la même sphère ou à la même famille ou au même univers que le mien. Et voilà. Et les acteurs publics, c'est la même chose. Et la troisième catégorie, et qui est souvent oubliée en fait dans la pratique partenariale, c'est la question entre soi en fait, entre pairs. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'aller vers les autres parce que les autres en fait ayant un positionnement différent du nôtre, on se dit bah oui, je vais leur proposer ça et donc ils vont pouvoir m'accompagner sur ce volet-là. Mais la question des partenariats entre pairs, c'est une question qui me semble aujourd'hui tout à fait fondamentale parce que il y a des enjeux notamment de complémentarité des périmètres d'action des uns et des autres. Et c'est aujourd'hui dans cette chaîne de valeur dont je parlais rapidement tout à l'heure, un élément qui est clé et qui, de notre pratique de terrain, n'est pas la plus évidente, puisque entre pairs, ça peut vouloir dire aussi entre concurrents d'offres, entre concurrents sur les ressources monétaires ou les compétences. Et donc, ce n'est pas le plus simple sans doute à faire, et pour autant, c'est sans doute un élément de réinvention des modèles d'action et des modèles économiques qui nous semblent clés. Et donc la recommandation entre guillemets que l'on pourrait faire par rapport à ça, c'est si vous avez ne fermez pas la porte, c'est-à-dire vous avez votre projet, vous avez une stratégie partenariale qui vous semble cohérente et comment dire et articulée, on va dire avec votre projet. Donc ne fermez pas la porte et regardez dans votre communauté de pairs, avec vos acteurs publics locaux et avec des acteurs privés, ce qu'il est possible de construire à partir de votre point de vue, de votre positionnement et de votre histoire et de votre projet. Je voudrais faire un petit zoom sur une forme particulière de partenariat qui est aujourd'hui très mise en avant. Alors, elle est mise en avant par des acteurs qui en ont fait un sujet de recherche et de réflexion. Je pense évidemment au Rameau qui j'ai le plaisir d'être aujourd'hui, mais il est aussi mis en avant parce que c'est une forme de partenariat finalement qui réunit des acteurs dont on pourrait se dire ce sont les plus éloignés en termes de positionnement, d'action et de mode de faire. Et donc, il est intéressant, je pense, pour un acteur ou un partenaire dans un territoire de se dire de viser la lune entre guillemets, qui serait celui qui est le plus opposé à moi ou le plus loin de moi en termes de mode de fonctionnement. Ça peut être une forme d'apprentissage très intéressante pour faire alliance et faire partenariat avec tout le monde et avec l'ensemble des acteurs. Et donc, ce que l'on observe assez souvent dans la pratique, c'est que le fait, par exemple, pour une association de réfléchir à la manière dont elle peut aller vers des entreprises de son territoire, en construisant ou en co-construisant une dynamique partenariale, en fait, ça contribue à ce que l'association revisite son positionnement par rapport à l'ensemble de ses partenaires. Donc, c'est bien un zoom qu'on veut faire ici, c'est pas une exclusive, c'est bien, voilà, c'est une forme particulière de partenariat et qui peut être intéressante, y compris d'un point de vue pédagogique, pour se dire, en faisant cet effort d'aller comprendre comment faire partenariat avec des gens qui sont loin de moi, des acteurs qui sont loin de moi, en fait, ça révolutionne ma manière d'exister, de me présenter et de faire partenariat avec d'autres, de faire alliance avec d'autres. Voilà. Et donc, dans cette question des partenariats entre entreprises et associations, nous, on aime beaucoup ce que le Rameau a modélisé. Alors, c'est de la flagornerie, puisque je suis entouré de personnes du Rameau, mais c'est une réalité. On trouve que c'est très
comment dire, c'est très compréhensible par les acteurs et ça correspond à des vrais contenus, à des vraies natures de relations différentes. Donc, dans les partenariats, en fait, on a 4 grandes catégories de partenariats entre les entreprises et les associations. On en a 2 qui sont plutôt à l'initiative de l'entreprise et on en a 2 qui sont plutôt à l'initiative de l'association. Donc, l'association, si on se met à sa place quelques instants, et sans doute que derrière les ordinateurs, il y a des responsables d'associations, des responsables d'acteurs de l'accompagnement d'associations. Quand on est du point de vue de l'association, on a besoin de ressources pour fonctionner, donc que ce soit des ressources monétaires ou des ressources en termes de compétences ou d'appui à la notoriété au plaidoyer. Donc on a besoin de ressources et donc une des formes de l'échange et du partenariat qu'on observe très souvent, c'est la forme du mécénat de compétences en nature ou monétaire, qui est une forme qui a de la valeur parce qu'en fait, elle peut contribuer, au-delà de l'euro qui est investi ou de l'équivalent euro en compétences qui est investi, elle peut permettre de fabriquer des effets leviers et fabriquer des éléments de changement d'échelle. À l'opposé, si on est dans la logique des entreprises, ce qui est intitulé dans le document que vous devez avoir sous les yeux, pratique responsable, c'est l'entreprise en fait qui est engagée volontairement dans une démarche de responsabilité sociale et sociétale et environnementale, et qui dit en fait par rapport à des préoccupations ou par rapport à des plans de progrès dans lesquels j'ai décidé de m'engager, je veux m'engager, j'ai besoin d'expertise, j'ai besoin de compétences, j'ai besoin de relais, j'ai besoin de partenaires, en un mot, qui vont m'aider en fait à réaliser les engagements que j'ai pris ou que j'ai envie de prendre. Et puis au milieu, dans l'innovation sociétale et dans la coopération économique, là on est vraiment, alors on peut être dans une co-construction qui aboutit à du mécénat. Ce sont pas des choses qui sont incompatibles. Et dans l'innovation sociétale et dans la coopération économique, on est davantage encore dans cette logique de co-construction, puisqu'en fait, c'est la rencontre de l'association et de l'entreprise, ou du groupe d'associations et du groupe d'entreprise, qui à la fin fabrique une initiative qui est dominante économique. On a inventé une nouvelle filière ou un nouveau produit, voilà, et on a pu le faire parce qu'on avait l'expertise de l'association, notamment sur les publics ou sur les territoires, et l'entreprise qui avait des éléments de solution. Et puis, on a une innovation qui est certes économique aussi, d'ailleurs, hein, forcément, il faut qu'on ait des éléments de modèle, mais qui a plutôt vocation à répondre à des problématiques sociales et sociétales qui étaient peu ou qui étaient insuffisamment couvertes, et notamment dans les territoires. Et donc, cette logique de coopération, avec une dominante économique ou avec une dominante sociétale, ce sont des éléments que l'on rencontre aujourd'hui de manière assez fréquente, et en tout cas de plus en plus fréquente, dans les partenariats entre entreprises et associations. Et donc, dit autrement, cette grille de lecture ne correspond pas à 4 cases figées, parce que quand on observe les choses, on se rend compte que il y a aussi des parcours de partenariat et que parfois on commence par du mécénat et ensuite on va emprunter un autre registre partenarial. Donc il n'y a pas de case figée, hein, c'est plutôt poreux, et il n'y a pas des choses nobles et des choses qui ne le sont pas. Mais l'invitation que l'on vous fait, c'est de dire, ne voyez pas les partenariats seulement sous un angle ou sous un autre. Ouvrez un peu les possibilités, explorez le champ des possibles, parce que en fonction du sujet qui vous préoccupe, si c'est un sujet interne, si c'est un sujet externe, si c'est un sujet stratégique, opérationnel ou politique, comme on le voyait précédemment, il y a des formes de partenariat qui sont plus évidentes ou plus adaptées en fait à votre besoin et à l'ambition que vous portez. Et je voudrais terminer mon intervention par deux éléments qui sont un peu complémentaires de ce que je vous disais précédemment, de ce que j'évoquais avec vous précédemment. C'est la question des logiques d'échange. Il y a deux petits schémas il y a 3, là vous en avez 2 sous les yeux, mais il y en a un troisième après. Il y a 3 petits schémas qu'on voulait partager avec vous. Les 2 premiers, ce sont ceux qui sont sur votre écran, c'est la logique de l'échange ou la logique de co-construction. Dans la logique de l'échange, on est dans un apport mutuel dont les partenaires conviennent qu'ils s'équilibrent. Voilà, et s'équilibrer, ça n'est pas une somme égale d'un point de vue arithmétique, c'est juste un sentiment d'équilibre que les partenaires ressentent.
Et donc, dans cette logique d'échange, l'un, on va dire, pour aller vite, l'un apporte des moyens et l'autre apporte des éléments de projet. Dans la logique de co-construction, en fait, on fait une sorte de détour et en fait, on se pose la question de… alors là, le schéma que vous avez sous les yeux, c'est entreprise-association, mais on pourrait dire entreprise et pouvoir public, on pourrait dire association et pouvoir public, hein, ça marche dans toutes les combinatoires possibles. C'est qu'on fait un détour, et le détour, c'est pas satisfaire mes enjeux propres, ce qui ne veut pas dire non plus les oublier, mais c'est satisfaire un projet d'intérêt général ou un projet qui, sur mon territoire, en fait, aurait de la valeur, ou aurait de la valeur à être porté de manière plus ambitieuse que ce pourquoi que le niveau auquel nous sommes aujourd'hui. Et donc, on fait ce détour-là, et en fait, on mobilise les moyens des deux partenaires au service de ce projet qui, d'une certaine manière, nous dépasse. Et ce qui veut dire d'ailleurs qu'en termes, alors c'est une incise, mais en termes d'évaluation des partenariats, quand on est au stade de l'évaluation, là on parle beaucoup du pourquoi et des raisons qui nous amènent à faire alliance, et quand on est au stade de l'évaluation, évaluer un projet dans le graphique à gauche, c'est évaluer ce que l'autre m'a apporté. Dans le graphique à droite, c'est évaluer ce que on a fait ensemble en termes d'action et comment en fait nos expertises, nos compétences et nos moyens qui sont différents ont été contributeurs d'un même objectif partagé, commun et le plus souvent territorialisé. Et le troisième schéma dont je vous parlais, et je m'en arrêterai là, c'est un schéma qui est plutôt sur la question enfin, qui matérialise plutôt une logique enfin, qui introduit une logique de relation. Quand on est, vous avez deux axes, vous avez un axe d'abscisse avec la question des contreparties, c'est-à-dire est-ce que l'apport de l'un à son partenaire est assorti de contrepartie ou ne l'est pas, hein. Alors, si on est dans une catégorie plutôt juridique, quand on est sans contrepartie, c'est les logiques de don. Quand on est le plus en contrepartie, c'est des logiques d'achat ou de relation client-fournisseur. Et puis, on a un axe, donc sur cet axe, on a des positionnements plus ou moins fins. Et puis, on peut avoir d'ailleurs dans un partenariat une partie qui est sur une logique de don et une partie qui est sur une autre logique. Ça, c'est la partie plutôt horizontale de ce schéma, de ce graphique. Et sur la partie verticale, c'est la question de l'envie d'implication, du degré d'implication que le partenaire a envie de mettre, de l'énergie qu'il a envie de mettre pour la réussite de ce partenariat. Et ça nous semble un point très important parce que si on se trompe sur l'un ou l'autre de ces éléments, que ce soit l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées, on ne rencontrera pas l'autre, on rencontrera mal. Si quelqu'un attend des contreparties et que pour moi, en tant que partenaire de ce quelqu'un ou de cette organisation, je n'ai pas compris ça, il va y avoir assez rapidement des nuages dans la relation. Et inversement, si je pense que cet acteur ce partenaire a envie d'être impliqué, alors que lui pense qu'il n'a fait que soutenir et que en fait son souhait profond, c'est d'être au contraire très détaché en disant mais je vous fais confiance, faites ce projet, je vous fais confiance. Là aussi, il y a un risque de difficulté dans la relation partenariale et ça n'est pas anodin que de bien savoir dans quel carré. Alors, ce que je dis là est un peu figé, ça reflète mal la réalité des partenariats, mais si on se trompe de carré ou si on pense que mon partenaire est dans tel carré alors qu'en fait il est dans tel autre, il y a une difficulté qui va survenir dans le partenariat lui-même et qui va surtout survenir dans la capacité à ce que ce partenariat évolue dans le temps et puisse se densifier, changer de nature, etc. Voilà. Donc ça c'est un point qui nous semble important et qui est un point d'accompagnateur, c'est-à-dire que en tant qu'acteur du partenariat, ça me semble important pour vous que vous puissiez avoir ces grilles de lecture en tête, mais pour un accompagnateur, c'est essentiel de ne pas se tromper par rapport aux attentes des uns et des autres. Et les attentes, elles sont sur le projet qu'on porte ensemble, elles sont sur ce qu'on s'apporte mutuellement, et elles sont sur le sens de ce qu'on fait ensemble. Voilà. Je m'en arrête là, je vois le temps passer, et nous sommes, comme le disait Charles Benoît précédemment, à votre écoute pour des questions. Et je laisse les questions survenir s'il y en a. Alors, comme il n'y en a pas
puisque Xavier a été particulièrement clair et précis et que de toute façon nous allons pouvoir répondre aux questions un peu plus après dans le webinaire. Juste pour dire que c'est quand même une vraie satisfaction, parce que en tant que chercheur de terrain, notre logique c'est vraiment d'expérimenter par la pratique et après de faire un travail de modélisation pour pouvoir finalement apporter un regard finalement consolidé. Et c'est très intéressant de voir comment les accompagnateurs finalement se saisissent de ces travaux collectifs qui sont mis à disposition de tous. Donc, je crois qu'il y a une demande pour une question et qui va passer par le chat. C'est vrai qu'on ne peut pas, juste petite information, on ne peut pas donner un rôle de conférencier dans ce système de webinaire. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à passer par le chat, puisque effectivement, il permet de pouvoir nous poser des questions le plus facilement possible. C'est la petite icône où on voit comme un commentaire. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus et à nous poser des questions. Donc, effectivement, il était vraiment pour nous essentiel d'avoir un retour d'accompagnateurs qui, vraiment, au quotidien, accompagnent à la fois les organisations, que ce soit les entreprises, les associations, les collectivités territoriales et les territoires, plus globalement, dans les collectifs et dynamiques. On souhaite, finalement, de partage que vient de faire Xavier, donner 3 éléments d'éclairage de mise en place. Le premier, d'abord, c'est plutôt dans le domaine de la vision, finalement, c'est cette logique de ce devoir d'alliance qui avait vraiment émergé dans le deuxième plan quinquennal de l'Observatoire des partenariats, dont les résultats, après 5 ans, ont été publiés en février 2018, où on voyait bien qu'il y avait une demande, une vraie demande, un vrai besoin, identifié à la fois par 66% de nos concitoyens, 86% des responsables associatifs, 81% des dirigeants d'entreprise et 87% des maires, sur il nous faut maintenant faire alliance pour inventer de nouveaux modèles, finalement, de nouvelles réponses qui permettent à la fois de réduire les fragilités et de créer de nouveaux moteurs de croissance et d'emploi. Et je crois que ce qui avait été vraiment ressorti de façon extrêmement forte dans ce deuxième plan quinquennal, c'était la logique de concilier finalement cette logique de réduction des fragilités d'une part et créer de nouveaux moteurs de croissance et d'emploi d'autre part, finalement de ne pas opposer ou de ne pas séparer les dimensions économiques et d'intérêt général de le point qui est très intéressant, c'est que par rapport à ce besoin ressenti très fortement, où il y avait de la part de l'ensemble des acteurs un peu un doute sur la capacité à faire, il y a aussi un cadre collectif, une réponse collective qui a été apportée et qui n'est pas apportée à un niveau seulement franco-français, qui est apportée à un niveau mondial par l'ONU, qui est le cadre finalement international des objectifs du développement durable. Et je voudrais souligner finalement les paradigmes qui ont été posés par ce nouveau plan de l'ONU qui faisait suite au plan des millénaires. Et le plan des millénaires, finalement, c'était comment les personnes, les pays les plus riches contribuent aux pays les plus pauvres. Si je devais résumer la dynamique, c'était ça. Les objectifs du développement durable posent un tout autre paradigme. C'est nous sommes tous finalement en situation de fragilité. Il nous faut collectivement répondre finalement aux défis qui sont derrière devant nous. Le deuxième point extrêmement intéressant dans ce DD, c'est de dire finalement il y avait des priorités en termes de domaine. Là, dans le plan précédent, là, l'objectif c'est vraiment d'avoir une vision systémique, de voir les interactions entre les domaines les uns avec les autres. Et puis la troisième paradigme, troisième changement radical par rapport à ce qui pouvait exister auparavant, c'est que préalablement, c'était l'engagement des États. Et là, très clairement, dans les objectifs du développement durable, c'est certes un engagement d'État, c'est un engagement onusien, mais qui, à travers le 17e objectif du développement durable, celui sur les partenariats, invite à dire, mais comment chacun est mobilisé? Comment chaque organisation est mobilisée, comment chaque individu est mobilisé, donc on est bien dans une réponse collective.
Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que face à ce devoir d'alliance, dont on sent bien aujourd'hui qu'il est en émergence, il y a aujourd'hui un cadre partagé et une des questions qui peut se poser, c'est comment pour en faire la pédagogie, eh bien, collectivement, utiliser finalement les objectifs du développement durable. Et je vous invite à regarder le rapport qu'a publié l'année dernière le comité 21 sur l'appropriation des EDD en France, qui a été publié en juillet dernier. C'est très intéressant de voir finalement la rapidité. Certains diront le manque de rapidité avec lequel les choses ont été prises en compte. D'autres pourront voir, et nous on est plutôt vers à moitié plein que vers à moitié vide, que quelque part, aujourd'hui, les acteurs, et notamment les territoires, commencent à s'en saisir. Et d'ailleurs, je vous informe que le comité 21 publiera en juin prochain un outil spécifique pour les collectivités territoriales sur ces EDD, parce que, effectivement, c'est un véritable enjeu de l'avoir au plus près des besoins, au plus près des territoires. Donc, la première logique, c'est au niveau de cette vision. Le deuxième point très important, c'est, tout à l'heure, vous aviez rappelé la dimension stratégique. Pour que ce soit stratégique, encore faut-il qu'on soit capable de qualifier les impacts. Concrètement, qu'est-ce que ça va pouvoir faire? Et donc, nous avons utilisé pour analyser ces impacts l'excellent travail qu'ont fait à la fois l'AVIS et l'ESSEC sur les dimensionnements finalement de l'utilité sociale d'un projet, d'une REMIC, et à partir de là, on arrive à dégager 4 grands sujets qui se transforment en 3 impacts très concrets. D'abord, si on regarde d'un point de vue finalement systémique, l'ensemble de l'écosystème, en l'occurrence un territoire, aujourd'hui on voit que l'impact très concret de cette alliance, c'est cette capacité à co-construire territorialement. C'est-à-dire d'inventer des solutions extrêmement concrètes, mais qui vont être force d'entraînement de l'ensemble d'un territoire. Pas seulement de quelques organisations, de tout un territoire ensemble qui se mobilise pour pouvoir finalement répondre à ces défis. Et ça, c'est une nouveauté. C'est pas simplement quelques experts, quelques gens très matures qui vont faire une réponse qui va s'appliquer à tous. C'est une capacité de tout un écosystème, à finalement tout un territoire, à co-construire des réponses ensemble. Et ça, c'est un point extrêmement intéressant. Par exemple, la Fondation pour la co-construction du bien commun avait reconnu l'année dernière comme territoire de confiance Los Angeles. Très intéressant comme expérimentation collective, c'est tout le territoire qui finalement prend à bras le corps l'ensemble de sa transformation. Ça, c'est la co-construction territoriale. Le deuxième élément à bien prendre en considération, et là aussi, Xavier l'a profondément soulevé, là, c'est qu'on n'est plus au niveau de l'ensemble de l'écosystème, d'un territoire, on est au niveau de chacune des organisations, on peut démontrer de façon extrêmement précise, extrêmement concrète, que pour une entreprise, pour une association, pour un acteur académique, pour une collectivité territoriale, ces alliances sont source de performance pour eux. Autrement dit, on a fromage et dessert, ça répond à des enjeux de territoire, et en plus, ça répond aux enjeux des organisations. Ça les consolide. Troisième élément extrêmement important, et peut-être à la racine de tout, c'est que c'est aussi un levier d'engagement. Pourquoi? Parce que pour pouvoir s'engager, encore faut-il avoir le sentiment que c'est possible. Si on a le sentiment que de toute façon, face au défi, on n'y arrivera pas, il n'y a aucune capacité à transformer, finalement, on ne va pas s'engager. Or, ces alliances montrent qu'on peut dépasser ces différences. Et c'est pour ça que, comme le soulignait de façon très pertinente Xavier tout à l'heure, le fait de prendre des acteurs le plus opposés dans l'échiquier des organisations, entre associations et entreprises, et que malgré leurs différences, ils peuvent construire ensemble, et bien ça, c'est source d'espoir. Ça, c'est source de confiance, parce que si jamais je peux agir, si malgré les différences, on peut agir ensemble, parce qu'on va être en capacité de travailler ensemble, alors, eh bien évidemment, j'ai envie de me mobiliser. Si jamais j'ai le sentiment que de toute façon, quoi qu'on fasse, on est bloqué, le système ne fonctionne pas, ben forcément, je vais rester complètement paralysé. Et le quatrième élément que l'on voit comme impact très concret, c'est cette capacité de conduire tout le chemin de l'innovation sociétale. Parce que ce qui est très intéressant dans l'innovation sociétale, c'est que, au fur et à mesure de son émergence, de la façon de capter les signaux faibles, jusqu'à son déploiement à grande échelle, eh bien, quelque part, il y a besoin de tous les acteurs. Très souvent, l'innovation sociétale, elle naît très concrètement sur un territoire avec des citoyens, avec des associations qui vont
trouver, comprendre comment répondre à un besoin concret. Et puis à un moment donné, comment est-ce que de cette réponse, de cette capacité à faire, eh bien, on va mobiliser l'acteur public, et notamment l'acteur public territorial d'abord, pour savoir finalement comment est-ce qu'on en fait une dynamique collective sur un territoire. Et puis après, si jamais il y a besoin d'aller encore un cran plus loin, on va commencer à pouvoir se dire, mais comment on va mobiliser au-delà? Comment on va mobiliser des moyens publics et privés pour pouvoir faire ce fameux changement d'échelle dont tout le monde rêve sans pouvoir le faire concrètement, parce que ça oblige à mobiliser encore d'autres acteurs. Et puis très souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que pour pouvoir faire ça, il faut modéliser, il faut être capable de capitaliser. Et c'est là où les acteurs académiques jouent un rôle essentiel. Comment est-ce qu'ils aident à retracer finalement les éléments clés du sujet? Et puis, c'est là aussi où l'acteur public a un rôle essentiel, parce que très souvent, comme le dit Jean-Paul Delevoye, l'innovation, c'est une désobéissance qui réussit. Donc, on n'a pas été complètement dans les règles et dans les normes. Et c'est comme ça qu'on innove. Mais si on veut pouvoir le faire à plus grande échelle, alors il faut adapter la réglementation. Et puis après, si on veut être en capacité de pouvoir très largement produire ça sur tous les territoires, eh bien, ça veut dire qu'il faut mobiliser l'ensemble des collectivités territoriales, l'ensemble des associations, l'ensemble des entreprises, l'ensemble des acteurs qui sont capables de porter l'ensemble ces choses. Donc, on voit bien que pour l'innovation sociétale, on a besoin, finalement, d'avoir l'ensemble de ces acteurs. Et si jamais je devais retenir que 3 mots de ces impacts, donc, si vous n'avez pas encore lu, je vous invite à lire le rapport sur le regard croisé des chercheurs et des praticiens sur cette dynamique, finalement, des impacts au service du bien commun. Eh bien, c'est la question de l'innovation. Oui, ça permet d'inventer des solutions qui semblent impossibles aujourd'hui. C'est un élément de performance. Oui, ça permet de consolider chacun. Donc, ce n'est pas une vision sacrificielle, mais bien une capacité à renforcer chacun. Et oui, c'est un levier de confiance, qu'elle soit individuelle pour favoriser l'engagement, ou qu'elle soit collective pour favoriser le passage à une capacité ensemble sur un territoire à agir ensemble et à répondre ensemble à un besoin. Et ma question aujourd'hui, c'est que toutes les preuves de concept existent, elles sont largement documentées. Nos amis du Créso viennent de faire un colloque sur l'impact sur la question managériale, par exemple, où il ressort des choses extrêmement intéressantes en termes de conduite du changement à l'intérieur des organisations. Nos amis du catalyseur de Toulouse ont fait des choses extrêmement intéressantes sur la façon de mobiliser les territoires. Donc on sait aujourd'hui documenter cet élément. Notre question majeure, elle est comment est-ce qu'on sort des 10, 15%, 20% d'acteurs, de personnes, d'organisations qui sont convaincus, qui sont déjà à l'heure, pour pouvoir finalement être fort d'entraînement pour ceux qui n'ont pas eu cette chance d'expérimenter, parce que ce sont des choses qui se vivent beaucoup plus que des choses qui se disent. Et donc, la question d'entraîner, d'aller au-delà de ceux qui sont déjà à l'heure, c'est vraiment la question majeure pour ce changement d'échelle. Il ne s'agit pas du changement d'échelle de quelques-uns qui auraient déjà tout compris et dont on s'y dirait ils vont pouvoir répondre à tout. Il s'agit bien du changement d'échelle de notre capacité à entraîner tout le monde dans une dynamique de construction. Et pour ça, on voudrait souligner quand même un élément très concret. On n'a pas de la vision, on voit bien les résultats, et donc en termes d'action, à quel point ça peut être efficace. Mais il y a quand même des éléments limitatifs. Et on voudrait souligner les freins techniques aux alliances stratégiques. Et nos travaux ont permis de souligner 4 dimensions techniques très importantes sur lesquelles on identifie 12 freins. Les questions juridiques, les questions sociales, les questions d'accès aux droits communs et les questions juridiques fiscales, et les questions fiscales. Très concrètement, aujourd'hui, faire alliance pour des univers très différents, si on associe une collectivité territoriale avec une association, une entreprise qui expérimente quelque chose de nouveau, eh bien, on se met en risque. Et là, nous avons vraiment besoin de lever collectivement les freins techniques à ces alliances, parce que, effectivement, on peut dire, oui, ben, quand on expérimente, on prend des risques. Et c'est déjà pas simple pour une organisation toute seule. Mais quand il s'agit d'avoir des organisations de nature très différente, qui, parce qu'elles sont de nature très différente, risquent de se mettre finalement en porte-à-faux les unes par rapport aux autres dans cette dynamique-là, il y a urgence pour permettre
à favoriser ces expérimentations. Et pour favoriser ces expérimentations, et pour répondre aux devoirs de l'Alliance, il nous semble absolument indispensable aujourd'hui de travailler sur un droit d'expérimentation partenariale. Et ce sujet-là est à l'étude, notamment avec des acteurs académiques, mais aussi institutionnels, pour se dire finalement comment on lève ces freins. Parce que, encore une fois, et Xavier l'a très bien souligné, c'est complexe, déjà complexe en termes de conduite du changement au sein des organisations, mais c'est aussi techniquement complexe, et d'où l'importance d'outiller et de partager les pratiques des uns et des autres pour pouvoir finalement passer à cette nouvelle étape. Donc oui, aujourd'hui, on peut dire que, pour résumer, on a un cadre partagé qui peut nous aider à faire la pédagogie de cela, ce sont les objectifs du développement durable. Oui, aujourd'hui, on a les preuves de concept et on s'est qualifié de façon extrêmement précise des impacts. Et oui, aujourd'hui, on a identifié quels étaient les freins qu'il faut lever pour pouvoir le faire. Il ne nous reste donc plus qu'à passer à l'action. Et pour passer à l'action, la première chose, c'est de répondre à vos questions. Alors, tout d'abord, deux questions d'Isabelle Roux, qui demande comment on accompagne les démarches multi-acteurs dans ces dynamiques de co-construction, alors même que sur les territoires, les moyens en ingénierie diminuent. Et ça fait le lien avec une seconde remarque d'Isabelle, qui est de dire finalement comment on reconnaît l'ingénierie, et notamment celle qui est portée par les catalyseurs territoriaux, qui sont un peu à l'origine de faire émerger ces alliances stratégiques dont on parle tout à l'heure. Charles Benoît ou Xavier, est-ce que l'un de vous, vous deux, souhaitez répondre? Alors, merci pour cette double question, dont une petite partie de la réponse a été apportée lors du webinaire 3 sur l'écosystème territorial et l'importance de ces catalyseurs, et justement aussi l'importance d'avoir des outils comme cette plateforme pour essayer de partager le plus largement possible finalement une ingénierie au plus près des territoires. C'est aussi ce que fait bien évidemment le CNFPT, notamment le dernier MOOC qui vient de sortir pour aider finalement les collectivités territoriales à se saisir des droits pratiques des autres. Mais vous posez là un sujet essentiel. Et c'est vraiment quelque chose qui, d'un point de vue finalement des acteurs nationaux, est vraiment en réflexion. Enfin, c'est à la fois au niveau de la Caisse des dépôts, à la fois au niveau du Comité secrétariat général à l'égalité des territoires, cette question finalement de comment est-ce qu'on fait émerger cette troisième ingénierie finalement territoriale et comment on l'accompagne, comment est-ce qu'on l'aide à se structurer, comment est-ce qu'on l'aide finalement à se développer, quels moyens on peut lui accorder, est vraiment un enjeu absolument structurant. Je vous invite à regarder les travaux qui ont été publiés à l'occasion du parcours co-construction territoriale. Je souligne d'ailleurs que certains d'entre vous qui ont participé, certains des territoires sont présents à ce webinaire, pour finalement qualifier qu'est-ce que cette troisième ingénierie, finalement cette ingénierie de catalyse territoriale. On a un vrai travail. Aujourd'hui, le travail de finalement faire des récits, de pouvoir présenter ce que sont ces acteurs en territoire, il est de mieux en mieux fait. Je vous invite à regarder le référentiel co-construction territoriale et les 15 études de cas qui ont été faites et puis depuis qui ont été complétées très largement. Donc on arrive à faire les récits. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans une capacité à collectivement, finalement, travailler ensemble. Et là, le réseau des pionniers des alliances en territoire, dont la 5e rencontre aura lieu le 26 juin prochain à Paris, chez nos amis de la FLCE, et je vous invite tous ceux qui participent à ces travaux, si vous souhaitez y participer, à vous joindre pour justement avoir finalement une vision partagée de cette nouvelle ingénierie, parce qu'elle reste compliquée à décrire, elle reste compliquée aussi à expliquer. Et puis il reste le troisième point, celui que vous soulignez, en disant avoir les moyens alors que les moyens diminuent. Et là, il y a vraiment une mobilisation aujourd'hui, et nous on le voit dans un groupe de travail entre investisseurs qui est mené à la Caisse des dépôts, ou des travaux qui sont menés avec le CGET sur comment est-ce qu'on accompagne finalement cette nouvelle ingénierie. C'est vraiment quelque chose qui est en cours aujourd'hui. Et c'est là où je pense que on a pu décrire, quand je dis on, hein, c'est les territoires ont pu décrire ce besoin d'ingénierie de relations. Aujourd'hui, collectivement, le réseau des pionniers, mais je pense aussi à Start-up de territoire, je pense à Villepère, je pense à de nombreuses initiatives qui sont lancées aujourd'hui pour pouvoir partager ces retours d'expérience. Et maintenant, aujourd'hui, la question vraiment, et c'est aussi cette question de changement d'échelle,
c'est comment on se dote collectivement de pouvoir soutenir ça. Et pour nous, un des points les plus essentiels. Et si on reprend finalement la question d'un modèle socio-économique, on parle bien évidemment de levier financier, on parle d'alliances qui permettent de répondre. Mais il ne faut pas oublier que la première dimension la plus importante, c'est celle de la compétence. Et que quelque part, finalement, faire monter en compétence. Parce que vous avez tout à fait, vous êtes bien placé, Isabelle, pour pouvoir poser cette question-là. Vous savez à quel point, pour l'avoir expérimenté vous-même, ces démarches-là sont complexes, elles demandent finalement à apprendre sur le terrain, elles ne s'apprennent pas simplement dans un livre. Et donc, nous avons un besoin collectif à finalement identifier comment on passe de quelques acteurs qui ont expérimenté, qui sont capables de mener cela, à une capacité de faire monter en compétence de plus en plus de personnes au sein des organisations publiques et privées pour pouvoir accompagner cette transformation et les territoires qui sont en question. C'est une vraie question. Merci. Cette double question est vraiment au cœur de notre sujet. Et encore une fois, vous avez aussi une partie des éléments sur les catalyses territoriales dont vous soulevez l'importance que nous avons traité dans le troisième webinaire que je vous invite à revoir. Xavier ? Oui, je veux bien un petit complément par rapport à l'intervention de Charles Benoît et à la réponse à la question, évidemment, comment dire, qui n'a pas de réponse unique et univoque de la question d'Isabelle. Trois points un peu plutôt issus du concret. Moi, je pense par rapport à cette question qu'il y a plusieurs, il y a trois leviers. Il y a un levier quand même qui est plutôt du ressort de la pédagogie. Et qui est en lien à faire avec le récit dont parlait Charles Benoît, qui est aussi en lien à faire, qui est aussi à mettre en lien avec la question des compétences. Et on a besoin, en fait, chacun dans nos organisations et dans nos relations partenariales, de valoriser cette fonction d'ingénierie et de lui donner de la valeur, de montrer à quoi elle sert. Et donc, il y a c'est pas parce qu'on le raconte qu'on est forcément entendu, mais en tout cas, si on le raconte pas, on est quasiment certain qu'on sera que là, on ne sera pas entendu, on saura pourquoi. Donc, je pense qu'il y a un volet pédagogique où, pour tous ceux qui sont qui participent à ce webinaire, vous devez en être convaincus. Et donc, il y a un enjeu de mobiliser autour de nous nos pairs, nos partenaires, les gens avec lesquels on travaille, pour dire que cette ingénierie a de la valeur. Et il faut trouver des méthodes pédagogiques pour montrer la valeur de ça. Deuxième sujet, et là c'est l'accompagnateur qui parle, c'est que il y a une deuxième question qui est la question de l'agencement des compétences. On a besoin, pour fabriquer cette ingénierie, de postures qui peuvent être différentes, des postures d'ouverture, des postures méthodologiques, des postures évaluatives, voilà. Et il n'y a pas un acteur unique qui aurait et la légitimité et les compétences, ni le modèle économique qui ferait que cette ingénierie serait soutenable. Et donc, je pense que les acteurs de l'accompagnement, les porteurs de projets, les acteurs des partenariats doivent réfléchir ensemble à la manière d'agréger des compétences sans les opposer. Le but, c'est pas de dire j'ai la légitimité ou j'ai la réponse aux solutions, mais c'est plutôt de voir comment les solutions des uns et des autres peuvent s'articuler pour fabriquer une ingénierie qui soit au bon niveau par rapport aux enjeux du projet et du territoire, mais qui soit aussi relativement frugale en termes de moyens. Donc on a besoin de cette ingénierie, mais une manière de la faire reconnaître aussi, c'est d'être attentif à son coût. Donc je pense qu'on a tous une responsabilité sur, si on dit qu'il y a des enjeux de valoriser en termes de valeur l'ingénierie, on a aussi un enjeu de faire en sorte qu'elle soit au bon niveau, c'est-à-dire ni dispendieuse, ni insuffisante. Et puis le troisième point, et alors moi je le vois plutôt, je reprends l'expression de Charles Benoît tout à l'heure du verre à moitié plein, c'est qu'on a aujourd'hui des opportunités, et sans doute derrière ça, en fait, des éléments de prise de conscience d'un certain nombre d'acteurs que cette ingénierie collective et partenariale a de la valeur. Et je prends pour exemple les projets dans les territoires qui sont les TIGA, les PIC sur le développement des compétences, etc., où en fait le principe même de la réponse, c'est de le faire à plusieurs, avec une nécessité de fabriquer des consortiums. Alors le consortium, c'est la dimension juridique, mais en fait derrière le consortium juridique, il y a la réalité d'acteurs différents qui portent ensemble un regard croisé et complémentaire sur une problématique et qui disent en fait, parce qu'on se réunit, on va fabriquer un projet qui va être d'une autre nature, d'une autre ampleur et d'une meilleure efficacité. Donc je vois ces opportunités, et il y en a plein d'autres, particulièrement en ce moment
dans les années que nous sommes en train de vivre. Je vois ça comme des éléments qui peuvent redonner ces lettres de noblesse à l'ingénierie, et donc il faut qu'on soit les uns et les autres dedans, en tout cas qu'on y soit contributeurs. Voilà. Donc c'était 3 points de plutôt terrain en complément. Une dernière question très rapide d'Akira Lavo qui témoigne du fait que ce qu'a présenté Xavier sur la technologie des partenariats résonnait bien avec un projet de tiers-lieu rural où il y a justement ces relations associations-entreprises, mais qui du coup montre la difficulté, notamment ce que vous disiez Charles Benoît sur les freins techniques, les difficultés pratiques de mise en œuvre. Et la question c'est finalement est-ce qu'il existe des ressources ou une littérature sur les relations, les types de montage juridique entre associations et entreprises aujourd'hui? Est-ce que cette littérature-là existe ou pas et comment y accéder? Vous trouverez, merci pour cette question, vous trouverez cette réponse en partie dans le guide Construire ensemble qui a été publié en 2014 sur ces partenariats. Et vous trouverez une deuxième partie dans le benchmark qui a été fait en 2016 sur les différents de gouvernance territoriale. Et troisième point, vous trouverez des éléments encore plus concrets dans l'étude CNAM, le rameau sur les freins techniques aux alliances, qui a été publié en septembre 2017. Et pourquoi je cite volontairement ces outils de 2014, de 2016 et 2017? Parce qu'on voit que c'est vraiment quelque chose qui est évolutif, et cette question juridique, finalement, elle se pose de plus en plus aujourd'hui. Donc sur ce cheminement-là aussi, on voit bien qu'il est en nette progression. Bien évidemment, l'étude CNAM est celle sur laquelle très concrètement vous trouverez le plus de réponses. Alors la dernière remarque de Dominique Bernier, c'est de dire que pour faire alliance, il faut mettre en évidence et valoriser les complémentarités des différents acteurs qui sont dans l'alliance pour pouvoir ensuite réfléchir à leurs modalités d'intervention et de transaction. Donc merci à tous pour ces questions et ces remarques. Donc ce qu'on vous propose maintenant, c'est de vous expliquer ce que vous allez retrouver dans la plateforme d'innovation territoriale en action sur la thématique apprendre à faire alliance. Donc les questions qui se posent en général, c'est pourquoi on fait alliance, avec qui, comment on fait, c'est ce que disait Xavier tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc, ce que va vous apporter cette plateforme, c'est de répondre et d'éclairer 3 sujets. Quelles sont les évolutions des pratiques partenariales? Donc, c'est de connaître ces évolutions, c'est de pouvoir en définir les enjeux et ensuite de pouvoir structurer son action. Donc, très concrètement, comme chacune de nos thématiques, la structuration du contenu il est de 3 ordres. Le premier, c'est de comprendre ce que veut dire apprendre à faire alliance. Donc là, vous allez avoir l'explication des enjeux sur le sujet. Deuxième bloc qui va être de s'approprier la question des alliances. Donc là, trois niveaux d'appropriation, des méthodes. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail d'ici quelques secondes. Des exemples, vous allez avoir accès à une série d'études de cas qui ont été valorisées et auxquelles vous aurez accès. Et puis, bien sûr, le MOOC que le Rameau a créé avec les SEC sur les alliances, les partenariats qui changent le monde. Et puis le troisième niveau, si les 2 premiers vous ont donné envie d'aller plus loin et d'agir, c'est d'avoir accès à un centre de capitalisation dédié aux partenariats et qui va vous donner accès à un certain nombre de ressources très utiles et je vais également vous le présenter. Alors sur les 2 méthodes dont je parlais, on vous met à disposition sur la plateforme 2 outils qu'on appelle autodiagnostic, l'un pour les associations et l'autre pour les entreprises. Donc pour les associations, c'est l'outil d'autodiagnostic politique partenariale qui a pour vocation d'aider l'association à analyser sa propre politique partenariale actuelle, d'en identifier des axes de développement et de finalement pouvoir anticiper quelles sont les différentes étapes à avoir en tête pour mettre en œuvre un processus partenarial. Donc encore une fois, ces outils d'autodiagnostic, c'est un cheminement qu'on propose, un cadre de réflexion. Donc ça, c'est pour les associations. Et puis pour les entreprises, c'est le même principe. C'est un outil qui s'appelle RSE et partenariat, où là, on va proposer à l'entreprise d'analyser sa politique partenariale au regard de ses propres enjeux RSE. Donc voilà pour les 2 méthodes. Et puis très rapidement pour terminer, je vous disais que si vous voulez aller plus loin pour agir sur la question des partenariats, on vous donne accès à un centre de capitalisation dédié aux partenariats associations et entreprises. Et donc, dans ce centre de capitalisation, vous avez accès à différentes ressources, un cadre de référence et notamment vous aurez accès aux référentiels et aux différents guides sur les partenariats, alors soit avec une approche associative ou plutôt une approche d'entreprise, des illustrations dans ces fameuses études de cas dont je parlais tout à l'heure, et puis à la rentrée prochaine, on va mettre à disposition toute une banque de cas pratiques.
des méthodes, alors à la fois pour se former, donc j'ai parlé du MOOC, il y a aussi le webinaire qu'on est en train d'enregistrer qui sera aussi accessible, et puis une telle méthodologie, donc les deux outils d'autodiagnostic, du coup je ne vois plus du tout, mais voilà. Aussi des exemples, et notamment une oui, le guide pratique Cocagne. Voilà. Comment est-ce que dans une tête de réseau peut s'approprier ça à la fois pour la tête de réseau et pour ses membres en territoire. Voilà, et donc Cocagne avait vraiment décortiqué toute cette méthodologie adaptée à leur propre cas. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est très opérationnel et très pratique. Et puis bien sûr, il y a la question de l'évaluation dont a parlé Xavier. Et là, on vous donne accès à tout un kit d'évaluation qui est mis à votre disposition. Et enfin, un dernier porte d'entrée. Sur la boîte à outils, vous avez des fiches contexte, des fiches pratiques pour mettre en œuvre. Et pour terminer et revenir sur la question d'évaluation, nous, on va mettre à jour le référentiel évaluation qu'on avait publié en 2015, on le mettra à jour en juin prochain. Et donc, évidemment, différents outils qui seront disponibles pour vous. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur cette thématique. Et on vous remercie beaucoup aux 24 personnes qui étaient avec nous aujourd'hui. Et juste pour conclure, ce qu'on rappelle, c'est que cette plateforme l'innovation territoriale en action, on s'est donné 1 an pour vraiment la co-construire, et notamment avec tout ce dispositif d'animation et les webinaires. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos avis à la fois sur ces webinaires, mais aussi sur les sources documentaires que vous trouvez pour pouvoir améliorer en permanence. Nous l'avons lancé cette plateforme le 24 décembre 2018 et elle sera finalisée le 24 décembre 2019. Il nous reste encore 9 mois pour pouvoir l'améliorer. Merci par avance de vos retours et très bonne journée à vous tous. Au revoir et merci à Xavier Roussinet d'avoir été là. Avec grand plaisir. Bonne journée à vous tous. Au revoir.